Ici, la plus grande menace qui pèse sur la France ne venait pas de l'extérieur. Pas d'une guerre, pas d'une crise mondiale, mais de l'intérieur. D'une sorte de paralysie silencieuse, d'une incapacité en fait à décider de son propre avenir. C'est l'histoire assez folle d'une grande puissance qui semble aujourd'hui piégée par elle-même. Et pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. Cette question, elle est incroyable de lucidité. Et attention, elle ne date pas d'hier, elle a été posée en 1975. C'est-à-dire à une époque où la France rayonnait, où elle semblait vraiment au sommet de sa puissance et de sa confiance. C'était un avertissement presque prophétique, mais qui était lancé un peu dans le vide. Et c'est justement ce contraste entre la force d'hier et les doutes d'aujourd'hui qui est au cœur de toute cette histoire. Alors, commençons par le commencement. Avant d'analyser la crise, il faut se souvenir de ce qu'était la France de l'après-guerre. C'était bien plus qu'un simple pays. C'était, comme le disait le général de Gaulle, un message de force, d'indépendance et de prospérité. Et ce message, il a été super crédible. Cette période, c'est une véritable démonstration de puissance. On parle du Concorde, ce symbole d'audace technologique, d'un programme nucléaire qui assurait son indépendance énergétique, d'une croissance économique qui tournait à plein régime. Et dans les années 90, la France est vraiment à son apogée. Une des plus grandes économies mondiales, une armée de premier plan, et surtout, un point crucial, une dette publique qui reste totalement sous contrôle. La cerise sur le gâteau, c'est la co-création de l'euro qui vient confirmer ce statut de pilier de l'Europe. L'état d'esprit de l'époque, c'est vraiment ça, une confiance absolue en l'avenir. L'idée même que ce modèle puisse un jour se gripper, que le pays puisse être paralysé au point de ne plus pouvoir voter un budget, mais ça relevait de la pure science-fiction. Personne n'aurait pu l'imaginer. Et pourtant, au milieu de toute cette assurance, il y a eu cette petite phrase de Giscard d'Estaing, une sorte de prophétie ignorée. Parce que pendant que la confiance régnait en surface, les fondations, elles, commençaient déjà à se fissurer. Les chiffres qui vont suivre montrent à quel point le paysage a radicalement changé. Ce tableau, il résume tout. C'est le film du lent basculement. On voit bien que tous les voyants sont passés du vert au rouge. Le chômage qui était faible est devenu un problème de fond. La dette, qui était un outil, est devenue un fardeau écrasant. Et la croissance, le moteur qui finançait tout le modèle, il tourne au ralenti. Ce n'est pas une crise soudaine, non. C'est une longue et lente érosion. En 2012, la dette publique française atteint ce chiffre, déjà vertigineux, 1800 milliards d'euros. À l'époque, beaucoup se disaient que c'était un pic, un niveau alarmant, mais qu'on allait réussir à stabiliser. C'était sans imaginer ce qui allait suivre. Parce qu'à peine une décennie plus tard, nous voilà. On a dépassé les 300 milliards d'euros. Là, on ne parle plus d'une augmentation, on parle d'une perte de contrôle. Une accélération complètement folle qui place la France dans une position inédite et, pour tout dire, assez dangereuse. Mais cette dette, en réalité, ce n'est que le symptôme le plus visible d'un mal bien plus profond. C'est un enchevêtrement de blocages politiques, économiques, sociaux qui forment ce qu'on pourrait vraiment appeler un piège parfait. Tout part du politique. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est fracturée. On a 3 blocs, de force à peu près égales, mais avec des visions du monde totalement irréconciliables. Aucun ne peut gouverner seul, et aucune alliance stable n'est possible entre eux. Et la conséquence de cette fracture, elle est mécanique. C'est le blocage total. L'instabilité est devenue la nouvelle norme, avec 5 gouvernements en à peine 2 ans. Des choses aussi basiques que voter un budget se transforment en épreuve de force. Le pays est, de fait, devenu politiquement ingouvernable. Et ce blocage politique nous amène tout droit au cœur du piège économique. C'est simple, la France a des dépenses sociales records dans le monde. Pour les financer, elle a aussi des impôts et des taxes parmi les plus élevés au monde. Si on essaie de toucher aux dépenses, c'est l'explosion sociale dans la rue. Si on essaie d'augmenter les impôts, c'est politiquement suicidaire. Et pour couronner le tout, la croissance est à plat. Donc elle ne crée pas de nouvelles richesses pour résoudre le problème. C'est un cercle vicieux parfait, il n'y a pas d'autre mot. Le coût de cette paralysie, il est bien réel. Et il est colossal. Ce graphique est sans doute le plus parlant de tous. Chaque année, rien que pour payer les intérêts de sa dette, la France dépense plus que la totalité de son budget pour l'éducation nationale. Pensez-y une seconde. C'est de l'argent qui part littéralement en fumée, qui ne finance ni les écoles, ni les hôpitaux, ni l'avenir. Forcément, les marchés financiers, eux, observent tout ça avec de plus en plus d'inquiétude. Le spread, c'est un peu le thermomètre de la confiance. C'est l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne. Et ce thermomètre, il est en train de s'affoler. Aujourd'hui, prêter de l'argent à la France est jugé plus risqué que de prêter à l'Espagne ou au Portugal, des pays qui, il y a 10 ans, étaient en pleine crise. C'est un renversement de situation, un vrai déclassement. Pour les investisseurs, la France n'est plus un pilier, c'est un risque. Cette nouvelle réalité, elle pose une question fondamentale pour l'avenir. Surtout à l'approche de l'élection présidentielle de 2027, qui apparaît moins comme une solution potentielle que comme un possible accélérateur de la crise. Ce qui est frappant, c'est que quand on regarde les options sur la table, aucune ne semble en mesure de rassurer sur le plan budgétaire. D'un côté, on promet des dépenses supplémentaires massives. De l'autre, des baisses d'impôts qui ne sont pas financées. Et au centre, on a la perspective que le blocage continue. Pour les marchés, le calcul est vite fait.
Tous les chemins semblent mener à une nouvelle explosion de la dette. Face à cette situation, les économistes redoutent deux scénarios extrêmes. Deux issues qui seraient, soyons clairs, une véritable humiliation. La première option, c'est une crise de marché brutale. La confiance disparaît d'un coup, les taux d'intérêt s'envolent, et c'est la crise de la dette. La deuxième option, c'est une mise sous tutelle par des organisations comme le FMI ou la BCE qui viendraient imposer de l'extérieur les réformes que le pays n'arrive pas à faire lui-même. Deux chemins très différents, mais qui mènent tous les deux à un choc immense. Et c'est bien ça tout le paradoxe. Car il ne faut pas se tromper, la France n'est pas un pays pauvre, loin de là. Ses infrastructures, ses entreprises, son capital humain, ses talents, ce sont des atouts absolument exceptionnels. Le pays a tout pour réussir. Et c'est ce qui rend la situation actuelle si tragique et si frustrante. Finalement, le cœur du problème, il n'est peut-être pas économique. Il est politique au sens le plus noble du terme. Ce qui a été perdu en chemin, c'est cette capacité collective à faire des choix clairs, à trancher, à tracer une voie et à s'y tenir. C'est la capacité de décider. Et un État qui ne peut plus décider, c'est un État qui subit et qui finit inévitablement par décliner. Alors, la question finale se pose brutalement. La France, qui a été un moteur essentiel de la construction européenne pendant près de 70 ans, est-elle en train de devenir son principal risque, son plus lourd fardeau? De la réponse à cette question dépendra non seulement son propre avenir, mais peut-être aussi celui de l'Europe tout entière.